le 3, le 4 et le 5, forcément, suivant votre spé. Je vous ai envoyé hier par WhatsApp le petit conseil d'essayer de faire l'exercice que vous n'avez pas fait parce qu'il soit il ne vous concernait pas, soit vous n'aviez pas à le faire. C'est important de voir, ce qu'on est capable de faire sur un autre exercice. Pour ceux qui sont en spé physique, l'exercice 4 était tout à fait faisable et pour tous ceux qui ne sont pas en spé physique, vous pouvez absolument faire l'exercice 5 parce qu'il ne requiert aucune notion nouvelle. Voilà. Allez, commençons par l'exercice 3, pas une grande réussite. On vous parle donc, d'une nouvelle saveur qu'on appelle l'umami, découverte au début du XXe siècle et on vous raconte que l'effet umami tient en 3 acides aminés, les acides glutamiques, guanylyliques, inosiniques et butici et d'étudier quelques-uns de ces acides aminés. Alors, on y va, on enchaîne. Première question. L'acide glutamique est l'une des espèces chimiques qui participent à la saveur umami, justifie que l'acide glutamique est un acide aminé. C'est donc une compétence, une connaissance exigible. Il faut savoir ce qu'est un acide aminé et on vous aide pas mal dans le nom, en fait, de cette famille-là. Vous avez acide qui rappelle que ces acides aminés contiennent, en fait, le groupe carboxyle. Faites attention à la dénomination. Il y en a qui m'ont mis, un acide aminé contient le groupe acide carboxylique, donc c'est faux. C'est le groupe carboxyle et la fonction acide carboxylique ou la famille acide carboxylique, donc faites bien la distinction entre les 2. Moi, je n'ai pas sanctionné, mais ça peut dépendre de l'évaluateur. Donc, un acide aminé contient un groupe carboxyle, d'où le nom acide, et contient le groupe amine, d'où le nom aminé. D'accord? Donc, tout simple, et on prend 0,5 points quand on répond correctement. D'ailleurs, ceux qui m'ont pas rendu les copies pourraient, s'amuser à se noter avec le barème que je vais vous donner, en joignant le corrigé à après ma classe virtuelle. Allez, je continue, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a une question. Alors, question suivante. Dans le tableau ci-dessous, on donne 3 représentations de grammes de l'acide glutamique. Voici la première et on vous demande si les molécules A et B sont identiques, énantiomères ou diastéréoisomères. Alors, cette question peut paraître difficile à certains élèves qui ont du mal à voir dans l'espace. Donc, pour vous faciliter la vision dans l'espace, je vous ai créé la molécule ici grâce au logiciel ShemSketch que vous avez déjà tous utilisé. Donc j'ai créé la molécule d'acide glutamique, j'ai fait la A et donc je vous renvoie ici que vous puissiez voir, je suis là. Donc on va se mettre le NH2 en haut du carbone et le H à droite, d'accord? Et on aura un groupe COOH devant et ce gros groupe à l'arrière. Donc voilà ce que je vais faire pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc j'ai dit, je mets le H à droite, le NH2 en haut. Donc voilà, vous l'avez grosso modo, c'est un peu penché sur la droite. Vous avez le H à droite, le NH2 en haut. Si je la tourne un peu pour que vous puissiez voir, j'ai bien le COOH qui part vers l'avant, vers la gauche, et vous avez à l'arrière le gros groupe dont on parlait. D'accord? Donc voilà, je vous ai fait la molécule A, et maintenant, on va essayer de passer à la molécule B. Ici, cette fois, H est en haut et NH2 est à droite. Donc, c'est ce que je vais faire. H en haut, NH2 à droite. Alors, il faut que j'arrive à me la tourner. Voilà, grosso modo, allié. J'ai le H en haut, le NH2 à droite. Alors pareil, je la décale un peu pour que vous voyez. Regardez, le gros groupe dont on parlait tout à l'heure est passé devant, en bas sur la gauche, et à l'arrière, vers la gauche, vous avez le groupe COH. Si je reviens, j'ai bien fait cette molécule-là. NH2 en bas à droite, H, le gros groupe devant, le COOH derrière. Eh bien, vous voyez qu'en passant de A à B, je n'ai rien changé. Je n'ai fait juste que retourner la molécule. Donc, A et B sont bien identiques. Ce que je viens de faire dans l'espace grâce à ShemSketch, vous pouvez aussi le faire avec votre cerveau, vous amuser à retourner ça, hein. Donc faire tourner autour de rotation figé ici, vous faites tourner votre molécule. Si je fais un axe de symétrie là, vous la faites tourner pour faire monter le NH2, le H vient ici, et ce gros groupe passe ici. Donc, c'est exactement la même molécule. Maintenant, pour la comparaison de A et C, c'est plus simple parce que NH2 et H sont du même côté. Donc,
je me rends compte que si je prends cette molécule et que je viens la porter au-dessus de celle-ci, je vais avoir un H2 et H qui vont se superposer parfaitement. Par contre, le COH qui est ici devant pointe à l'arrière ici. Donc ces molécules ne sont pas superposables, elles ne sont pas identiques. Par contre, elles sont images dans un miroir. D'accord? Si je retourne cette molécule-là, eh bien, je vais retrouver celle-ci. Le H sera parti à gauche, j'aurai donc l'image dans le miroir, et le COH passera à droite et à l'avant. Donc pareil, si vous avez des soucis avec ça, bah, ça peut être pas mal pour vous de réouvrir 3D Viewer, de faire ce qu'on a fait en classe. Comme ça vous permet de réutiliser cette application-là. Donc, si c'est pas évident, il faudra prendre le temps, hein, de réfléchir, d'essayer de se la retourner, de faire le miroir. S'il n'y a pas de questions, je continue. Donc maintenant, on vous raconte, dans la suite de l'exercice, que l'idée est de synthétiser l'acide glutamique. Donc on vous raconte que pour faire cette synthèse, il n'y avait pas de justification à faire. Non, il n'y en avait pas, Tanguy, et heureusement, hein, sinon j'avais peur de trouver, des explications très difficiles à comprendre. Donc, il fallait juste répondre. Donc, il y avait juste 0,25 pour l'un, 0,25 pour l'autre, hein, pour les 2 bonnes réponses. Alors, pour cette synthèse, on vous raconte que dans le cas de la synthèse de l'acide glutamique, non, on ne vous rappelle pas, on vous demande de donner la forme semi-développée du groupement R qui intervient dans le schéma ci-dessus. Donc, l'acide glutamique, on va se le mettre... donc l'acide glutamique, ce serait ceci, et il faut identifier ce que R représente dans l'acide glutamique. Donc voyez-vous, vous avez un NH de là, OOH. Alors, je reviens sur l'acide glutamique, NH de là, OOH. Donc j'ai cette partie de la molécule. Donc tout ceci, ici, représente R. Donc on vous demandait la formule semi-développée. Donc j'ai un COOH, donc j'oublie pas ici qu'à l'angle j'ai un C, il y a un élève qui m'a oublié le C ici, donc un COH lié à un CH2, lié à un CH2, avec une liaison qui donne dans le vide, puisque le reste, c'est le reste de la molécule qui est là. Et c'est le reste de la molécule qui est ici. D'accord? Donc R, c'est COH, CH2, CH2. Maintenant, le mécanisme réactionnel. On vous demande de représenter les flèches courbes. J'ai trouvé ça dommage, certains se trompent encore. Or, il me semble que c'est franchement facile. Je vais expliquer avec vous pour que ce soit bien clair. Je regarde ce qui s'est passé déjà. Donc, je vois que de 2 espèces, je passe à une seule espèce. Donc, j'ai relié celle-ci à celle-là. Par quel biais? Regardons ce qui s'est passé. Je vois que le N ici avait 3 liaisons au départ. Ici, il y en a 4. Donc, il a créé une liaison. Il a créé une liaison grâce à quoi? Je vois que ce doublé non liant a disparu. Le doublé non liant, super, le doublé non liant est devenu un doublé liant. Mais il est devenu un doublé liant avec qui? Avec quel autre atome? Très bien, le carbone. Donc, que s'est-il passé? Je vous rappelle qu'on fait des flèches qui vont du donneur à l'accepteur. Donc, le donneur, c'est celui qui a quelque chose à donner. Donc, N est bien le donneur dans ce cas-là, puisqu'il a un doublé non liant. Donc, je fais une première flèche qui part du N, qui va au carbone. Attention, elle va bien au carbone. Il y en a qui m'ont fait arriver ici. Donc, non, l'accepteur, c'est le carbone. Alors, qui peut me justifier pourquoi l'accepteur est l'atome de carbone? Oui, ça va être ça, Dorian, mais j'y viens après. Donc, qui peut justifier que l'atome de carbone est bien le site accepteur dans ce premier transfert de doublé d'électrons? Alors, tu me dis, Franck, qu'il est négatif. Le carbone est négatif, c'est ça que je dois comprendre? Alors, donc, O prend un doublé non liant, électronégatif. Alors, attention, je trouve que j'ai pas mal de mauvaises réponses. OK, et j'ai quelques éléments qui me vont. Donc, je vous rappelle l'histoire. Vous avez un carbone ici qui est lié à un atome plus électronégatif que lui. Donc, les électrons ici de la double liaison ne sont pas équitablement répartis entre le carbone et l'oxygène. Ils vont être
du coup, plus attiré par l'atome d'oxygène. Donc ce carbone va ressentir du coup un manque d'électrons et va présenter donc une charge partielle positive. Charge partielle positive qui va donc être un site accepteur puisqu'ici nous avons un doublet non liant, donc des électrons. Des électrons attirés par le carbone qui présente un défaut d'électrons. Il y a donc une interaction électrostatique. L'écran est figé, effectivement, je joue juste avec ma souris hein, pour vous montrer ce qui se passe. Est-ce que vous voyez ma souris bouger? Non? Ah mince. Ok. Ok, ok, ok. Alors, du coup, bah, je vais passer autrement. Laissez-moi 2 secondes. OK, puisque je pensais que vous voyiez ma souris, mais si vous la voyez pas, c'est pas grave. Oui, ça c'est normal, je vais prendre le relais. Hop. Tac, 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 tac. OK. Allez, je pense que je suis pas trop mal ici, donc je reprends. Vous avez donc ici formation d'une liaison, donc vous me faites une première flèche qui part du site donneur, N, l'atome d'azote. Pourquoi il est donneur? Parce qu'il a un doublet non liant. Pourquoi il va vers le carbone? Parce que le carbone étant lié à un atome d'oxygène plus électronégatif, il attire les électrons de la double liaison vers lui, et donc l'atome de carbone ici présente une charge partielle delta+. D'accord? Donc ça permettait de justifier par rapport à la question qui vous est posée, identifier les sites donneurs accepteurs de doublés d'électrons, c'est fait. Et vous justifierez vos réponses. Donc, j'ai donné la justification à l'oral. Alors, bien sûr, l'atome de carbone ne peut pas rester ici avec 1, 2, 3, 4, 5 liaisons. Donc, il va, dans ce deuxième mouvement, devenir mon site donneur. Et il va donner à qui? Il a le choix entre... Non, il n'a pas le choix, en fait. Il va donner à qui? Il va donner forcément à l'oxygène. Pourquoi il donne à l'oxygène? Parce que l'atome d'oxygène est plus électronégatif, donc c'est lui qui attire les électrons de la liaison. D'accord? Donc ainsi, on rétablit l'équilibre. On a bien un carbone ici qui a 4 liaisons, ce qui respecte tout à fait la règle de l'octet. Donc voilà pour ce transfert de doublé. On vous demande dans la question d'après, associé à cette étape de la synthèse en justifiant votre choix une catégorie de réaction. Alors, la plupart d'entre vous répondent correctement, sauf que la justification est incomplète. Oui, c'est une addition, mais la justification, il ne suffit pas de dire que 2 espèces en donnent une seule. Il ne faut pas oublier de parler de quoi? De quoi? Voyons voir, est-ce que quelqu'un y pense? Il y a une addition parce qu'il y a effectivement présence de la double liaison. S'il n'y avait pas de double liaison, ça ne serait pas possible. Donc la double liaison va s'ouvrir pour permettre donc d'accepter une autre espèce. Donc ça, c'est important dans la justification. Vous aviez seulement les 0,25 points si vous donniez vraiment la définition du cours, à savoir qu'il y a forcément une addition quand 2 espèces donc réagissent ensemble et viennent se fixer autour d'une double liaison. Donc ça, c'est important. La question suivante. Non, ça c'est fait. Je reviens sur mon écran du coup. Voilà. Alors, c'est bon. Donc on passe à la suite. On parle maintenant du dipeptide glucère, l'acide glutamique et son dérivé. Gna, 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 gna. Qu'est-ce qu'on vous raconte? Araï a synthétisé 4 dipeptides, dont le dipeptide glucère. On envisage de le synthétiser. Et on vous demande en première question d'écrire l'équation de la réaction qui conduit au dipeptide glucère à partir des 2 acides aminés naturels en utilisant des formules topologiques ou semi-développées. Alors pour ça,
Je vous ai mis donc sur le même écran ici, vous avez la sérine. On a bien compris, hein, c'est pas précisé, mais que si on veut former le dipeptide glucer, il faut forcément faire réagir la sérine avec l'acide glutamique, hein, glucer. Très bien. Donc, si maintenant je mets mes 3 formules topologiques les unes à côté des autres, je me rends compte que pour former l'acide glutamique, j'ai fait juste une simple addition. On va essayer de reconnaître où est l'acide glutamique. Donc, l'acide glutamique, regardez. Ah, vous voyez pas ma souris, ça je ne savais pas. Bon, j'espère que vous voyez. Je croyais pouvoir vous montrer avec ma souris. Ah si, Dorian, tu la vois la souris quand elle bouge? Ah ok. Donc tout à l'heure il y avait juste un souci. Ok. Ok. Bon, tout à l'heure aussi, mais vous me disiez que vous ne voyez pas. Bon, alors je continue du coup. Là, on voit sur cette partie-là, on retrouve l'acide glutamique. D'accord? Là, vous l'avez ici. Il y a le NH2, il y a le O. Et est-ce que vous voyez la partie qui a disparu de l'acide glutamique ici? Est-ce que vous la voyez? Ouais, parfait. C'est venu ici. Donc le OH, à la place du OH, on a maintenant du NH. Alors, d'où vient ce NH? Regardez maintenant cette deuxième partie de la molécule. De quoi est-elle formée? Qui c'est en fait? De quelle espèce parlons-nous ici? Bien sûr, c'est la sérine. Regardez la sérine, je suis venue m'accrocher par ce bord-là. Le NH2 est venu et je reconnais ici OOH et de l'autre côté avec un C et un OH. Donc OOH et de l'autre côté avec un C et un OH. Donc très bien, je retrouve la sérine. Donc, en fait, il suffisait pour écrire l'équation de la réaction, ça plus ça donne ceci. Mais attention, effectivement, Dorian, bonne question. On a remarqué qu'ici, il manquait le OH. Ici, pardon, il manquait le OH. Et ici, regardez, vous ne m'avez pas dit ce qu'il manquait. Quand je suis venue accrocher la sérine ici, qu'est-ce qui a disparu également? Un H. Donc, j'ai ici un OH qui disparaît, ici un H qui disparaît. Ça fait au final un H2O. Très bien. Donc, les élèves qui ont oublié de mettre plus H2O perdent 0,25. Okay, donc 0,25 pour avoir écrit cette équation de réaction. Donc là, je précise que j'ai oublié de mettre le plus et la flèche qui veut dire donne. Et il aurait fallu que je rajoute plus H2O. C'est une substitution. Effectivement, tu remplaces un groupe par un autre. Tout à fait. Alors, je reprends du coup le sujet de bac blanc et on enchaîne. Quelle est la fonction créée lors de la formation d'un H? Donc, c'est la fonction amide. Parfait. Allez, on continue. Une question peut-être un petit peu plus compliquée qui a surpris certains parce qu'elle ressemble à un sujet de spé dans le sens où c'est plus un problème. On ne vous détaille pas le raisonnement, c'est à vous de le trouver. Donc, on vous raconte qu'on veut analyser la composition d'un dipeptide par électrophorèse. Et l'idée de l'électrophorèse, c'est de faire donc une séparation. C'est une chromatographie en fait en présence d'un champ électrique. Donc, on vous raconte que le mélange à séparer est déposé sur un papier, que ce papier est imbibé d'une solution ionique et que je fais tremper ce papier dans 2 cuves qui contiennent des solutions ioniques, une reliée à une borne plus, l'autre reliée à une borne moins. Donc, je comprends que les ions négatifs vont plutôt migrer, une fois qu'ils ont été déposés au centre, migrer vers la cuve reliée à la borne plus, puisqu'ils ressentent l'attraction de la borne plus, et les ions positifs vont être, eux, attirés par la borne moins, tout simplement. Et si j'ai des espèces neutres, elles ne bougeront pas. Donc voilà, rien qu'en lisant tout ça, je comprends ce dont on me parle. Donc, on vous dit, à l'aide de vos connaissances et des 3 documents suivants, déterminer la solution tampon à choisir pour séparer la sérine de l'acide glutamique. Donc déjà, dans la réponse, il faut que vous précisiez ce que je viens de dire. Pour les séparer, il va falloir qu'ils aient des charges différentes, tout simplement. Okay. Donc, essayons de voir. J'ai 3 solutions tampons différentes, donc du pH 12, du pH 7, du pH 2. Bon, il faut que je cherche, hein, la question est bien celle-ci. Déterminer la solution tampon à choisir. Donc, je vais chercher le pH pour lequel l'acide glutamique et la sérine ne se retrouvent pas sous la même forme. 2 façons de lire. Ici, on vous fait un diagramme de prédominance. Pour la sérine, vous voyez que la sérine se présente sous 3 formes possibles. Ici, c'est un cation.
Ici, c'est une espèce neutre parce que le plus compense le moins. Et là, vous avez un anion. D'accord? OK. Par rapport à mes 3 solutions tampons, à 12, j'ai donc un anion. À 7, je suis ici, j'ai une espèce neutre. Et à 2, j'ai un cation. Allons voir maintenant ce qui se passe du côté de l'acide glutamique. Et là, on vous a fait autre chose. Donc, cette fois, un diagramme de distribution. Donc, l'acide glutamique existe sous plusieurs formes, dont certaines seront prédominantes en fonction du pH. Donc, faire la même chose. Je vais regarder en fonction des 3 domaines de pH qui me sont donnés. Il y a un pH 2. À pH 2, vous regardez, l'acide glutamique existe sous la forme de A+ et sous la forme de A. C'est compliqué. Donc, elle existe sous 2 formes, donc c'est compliqué, c'est un choix judicieux. Donc déjà, j'élimine pH 2. Je regarde maintenant pH 12. À pH 12, je vois que l'acide glutamique est sous sa forme A2-, donc un anion. Un anion. Or, ici, à pH 12, la sérine est aussi sous forme d'un anion, donc je ne pourrais pas les séparer. Donc déjà, à ce niveau-là, je sais que la seule solution possible, c'est pH égale 7. Donc, je vais vérifier parce qu'on vous demande de justifier. Donc, je vais dire que je choisis la solution tampon pH égale 7. Parce que lorsque le pH égale 7 ici, eh bien, l'acide glutamique existe sous la forme A-, d'accord, A-, donc c'est un anion. Et à pH égale 7 ici, la sérine existe sous sa forme, celle-ci, qui est neutre. Donc, s'il y en a une neutre et l'autre qui est un anion, eh bien, la neutre ne va pas migrer et l'anion va être attiré par la borne positive. Donc, j'aurais bien séparé les 2 constituants. D'accord? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je continue puisque je ne vois pas de questions. On enchaîne. Petite question là, 2-4. Suite à la séparation de ces 2 acides aminés, peut-on distinguer la sérine et l'acide glutamique en spectroscopie infrarouge? Je n'ai pas compris comment on a éliminé le pH 2. Le pH 2, j'y reviens, Riyad. Le pH 2, tu es là. Le pH 2, tu sais que la sérine est sous la forme d'un cation. OK? Et l'acide glutamique à pH 2, regarde, il existe sous 2 formes, puisque ici c'est non nul et ici c'est non nul. Cette forme-là n'existe pas, hein, ici c'est 0, cette forme-là aussi est nulle, c'est 0. Donc du coup, elle existe sous la forme très pleine A+, et sous la forme A. Donc finalement, elle existe sous forme de cation. Et lui aussi, c'est un cation à pH égale 2. Donc si ce sont tous les 2 des cations, eh bien, ils seront tous les 2 attirés. Je ne pourrais pas les séparer par électrophorèse. OK, ça marche. Allez, dernière question de l'exercice. Suite à la séparation de ces 2 acides aminés, donc l'acide glutamique et la sérine, toujours pareil, peut-on les distinguer en spectroscopie infrarouge? Alors, je vais le remettre au niveau ici, là ce sera parfait. On a la sérine, on a l'acide glutamique et on a les infos pour la spectroscopie infrarouge. Alors là aussi, sur les copies que j'ai lues, très peu, je crois qu'il n'y a qu'un élève qui a la bonne réponse. Donc, il faut comparer les 2 molécules, comme on fait tout le temps. Donc, on va dire, ben, OK, là, on a un groupe carboxyle, là, on a un groupe carboxyle. Donc, forcément, je vais pouvoir les séparer grâce à ce groupe carboxyle que les 2 molécules possèdent. Je regarde ici, j'ai un groupe amine, j'ai un groupe amine. Donc, ce n'est pas grâce à ce groupe que je vais pouvoir les dissocier. Par contre, regardez bien là, vous avez un groupe hydroxyle dans la sérine que l'acide glutamique ne possède pas. Donc, la différence se joue ici. Vous avez un groupe hydroxyle. Donc, il fallait dire ceci. La sérine comporte un groupe hydroxyle. Donc, le spectre infrarouge va présenter une bande d'absorption entre 3200 et 3400 cm-1. N'oubliez pas de faire une saisie d'infos et n'oubliez pas de saisir l'unité également. Ceux qui se sont arrêtés là, vous n'avez que 0,25 sur 0,75 parce que ça ne suffit pas. Vous avez dit qu'effectivement, cette bande allait permettre de les différencier. Mais en fait, non. En fait, non. Regardez ce qui se passe. On a dit qu'on a aussi un groupe amine et un groupe carboxyle. Et si vous allez voir, par exemple, le groupe amine, il a une bande d'absorption entre 3100 et 3500. Autrement dit, les 2 domaines ici se chevauchent. Donc, si on a 2
d'absorption qui se superposent l'une sur l'autre, il est probable qu'on n'arrive pas à distinguer la sérine de l'acide glutamique. Voici la conclusion de la question. D'accord? Donc attention à votre raisonnement. Ceux qui se sont arrêtés en me disant « j'ai du OH, dans l'un, pas dans l'autre, je vais pouvoir les distinguer », ben, ça ne suffit pas parce que non, faites bien attention au domaine d'absorption. Ici, la bande d'absorption va se superposer avec celle de l'amine puisque les domaines de nombre d'ondes sont équivalents. Voilà pour cette question et voilà donc pour cet exercice corrigé. Je vais enchaîner sur l'exercice 4. J'insiste bien, ceux qui écoutent ici et qui sont en spé physique, c'est un exercice à faire, c'est vraiment un bon entraînement, surtout qu'il a vraiment posé problème à bon nombre d'entre vous. Donc, je le corrige. Pour le corriger, je vous ai prévu un petit diaporama parce que j'ai senti que certains étaient perdus. Alors, du coup, je vais m'aider de ce que j'ai fait là pour le corriger. Donc, qui s'appelle autour du nitrate d'ammonium. L'objectif de cet exercice est d'étudier la synthèse du nitrate d'ammonium et cette synthèse se fait à partir d'acide nitrique et d'ammoniac. Voici le plan de l'exercice. D'abord, on s'intéresse seulement à l'acide nitrique, un des réactifs. Ensuite, on s'intéresse à l'ammoniac, le deuxième réactif. Et dans la troisième partie, on va s'intéresser à la synthèse. Partons sur la première question. Alors, la première question, elle concerne seulement l'acide nitrique. Tout ça, acide nitrique. On vous raconte qu'on veut déterminer la masse volumique de l'acide nitrique. Alors, je suis embêtée. Alors, attendez 2 secondes. Il faut que je passe avec ça. OK. Là, ça devrait être bien. Alors, du coup, quand je fais ça, moi, je ne vous ai plus à l'écran. Est-ce que vous voyez bien le diaporama? Et du coup, je n'ai plus du tout ça. Je vais être obligée de faire ça. Laissez-moi 2 secondes. Oui, OK. Donc, parce que quand je passe en plein écran, je ne vous vois plus. Donc, du coup, je vais juste entendre les notifications si vous posez des questions, mais je ne les verrai pas de suite. Il faudra que je change mon écran. Alors, du coup, je reviens là-dessus et je repasse en mode diaporama. Comme ça, vous ne voyez pas mes réponses. Alors, donc l'acide nitrique, on vous dit, on fait cette expérience-là pour déterminer la masse volumique de SO. Donc, l'expérience consiste à faire ce qu'on a pu faire en classe de 5e. On met une éprouvette ici de 25 millilitres et on pèse le contenu de 25 millilitres d'acide nitrique et on trouve 33,66 grammes et on vous demande de déterminer la masse volumique. Donc ça n'a posé de problème à personne. On rappelle, merci de mettre l'expression littérale, ρ égale m sur V. Donc, vous faites votre petit calcul. Pas forcément obligé de faire la conversion du volume en litres. Vous trouvez un 35 grammes par millilitre. On vous demande ensuite de vous servir de cette question-là pour déterminer le volume correspondant à 100 grammes de solution SO. Alors, j'ai entendu qu'il y avait une question. Bon, je vais sortir de l'écran. Revenir ici. Au pire, on active notre micro. Oui, on peut faire ça. Je vais activer le micro si tu veux. Oui, je sais, j'ai pris un schéma tout près d'Oriane. Donc, c'était du 250 millilitres et je t'ai rajouté 25 millilitres. Oui, je fais à plus stable, bien sûr. Mais du coup, il me faut 2 secondes pour le faire. Hein, donc, je reprends. Et je vais activer, à la limite, je vais activer les micros. Comme ça, ce sera peut-être plus facile pour ceux qui ont... j'avais partagé l'audio pourtant. Et vous avez, si vous voulez, activer vos micros. Si vous avez des questions à dire ou à poser, vous pouvez le faire par vos micros. Je les ai pas fermés. Allez, donc je reviens sur ce diaporama. Alors, donc ça c'est fait. Donc, on vous demande le volume qui correspond à 100 grammes de solution SO. Donc, ça serait bien d'éviter le produit en croix. Vous avez une formule, une expression, donc on l'utilise. On a toujours la même formule, ρ égale m sur V, mais cette fois, ce qu'on vous demande de calculer, c'est le volume qui correspond à une masse de 100 grammes. Donc, 100 divisé par 1,35, 74,1 millilitres. Donc, je sais que 74,1 millilitres de solution SO pèse 100 grammes. Voilà où nous en sommes. Maintenant, on vous dit, du coup, déterminer la concentration molaire de SO et montrer que c'est 12 moles par litre.
Donc, on y va, on repart sur les fondamentaux pour trouver une concentration molaire. Je fais C égale N sur V, classique. Le C égale N sur V, sauf que je n'ai pas N, donc N c'est petit m sur grand M, et donc j'aboutis à la formule N sur V égale M sur grand MV. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper dans les données. Il y en a qui se sont perdus dans tous les chiffres. Est-ce que je prends 100 grammes? Est-ce que je prends le 33,76 grammes qu'il y avait dans la question 1.1? Donc, ne perdez pas de vue ce que vous cherchez. On vous demande de calculer la concentration molaire de S1, c'est-à-dire la concentration de l'acide nitrique dans la solution. Vous venez de dire, c'est dans l'énoncé, qu'il y a 58 grammes d'acide nitrique dans 100 grammes. C'est écrit en haut, là, je vous l'ai mis dans tout le petit 1 acide nitrique. On vous dit que cette solution présente un pourcentage de 58% en masse, ça veut dire que 100 grammes de solution contiennent 58 grammes d'acide. Donc, je sais que j'ai 58 grammes d'acide nitrique dans cette solution, hors 100 grammes de solution. Je viens de dire dans la question précédente que ça correspondait à 74,1 millilitres. Donc, tout simplement, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai donc 58 grammes d'acide nitrique divisé par la masse molaire de l'acide nitrique fois le volume de la solution. Et je trouve 12 mol par litre en tenant compte des chiffres significatifs. Donc, il y en a qui ont écrit 12,3 ou 12,4, je ne sais plus. Ça n'était pas utile ici. Dans la question suivante, on vous dit, cette solution, elle est trop concentrée. Donc, je vais la diluer et je vais fabriquer S2, donc la nouvelle solution, par dilution. Et cette solution aura pour concentration 1 mol par litre et je veux en fabriquer 200 millilitres. OK, donc là, sans lire la suite de la question, je sais ce que l'on va me demander. La question que j'ai eue au devoir commun, à plusieurs contrôles, le protocole d'une dilution, comment je fais? Donc, il faut savoir quel est le volume de solution mère, donc de solution S1 que je vais devoir prélever pour préparer S2. Donc, j'aimerais vraiment que vous soyez clair dans vos explications. Il y en a qui balancent juste un petit calcul et puis débrouille-toi. Donc, non, on fait une petite phrase. Quand même, c'est important. Lors de la dilution, la quantité de matière est conservée. Ça me permet d'écrire que N1 égale N2. Ça me permet donc d'écrire que C1V1 égale C2V2. Et ça me permet de calculer proprement le volume de solution mère à prélever. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de faire des conversions. Là, dans mon calcul que vous voyez, j'ai gardé V2 en millilitres, et donc ça veut dire que V1 sera en millilitres. Donc la concentration de la solution phi, c'est 1 mol par litre, son volume, c'est 200 millilitres, et la concentration de la solution mère, c'est ce que je viens de calculer, c'est 12 mol par litre. Donc je trouve 17 millilitres. Dans la question d'après, on me demande quel est le matériel de la dilution. Eh bien, le matériel de la dilution, vu que j'ai un volume de solution mère à prélever de 17 millilitres, il va falloir que j'utilise, je regarde puisque je vous ai entendu parler. Si on n'a plus beaucoup de temps, on continue à faire des phrases ou terminer? Plus de questions à vos moins de règles. Alors, je suis d'accord, c'est Victor. Je suis d'accord, Victor, avec toi. Effectivement, si on n'a plus beaucoup de temps, on essaie de limiter la rédaction et on essaie d'aller jusqu'au bout du sujet. Ça me paraît être plus rentable. De toute manière, pour ceux qui ne m'ont pas mis lors de la dilution, la quantité de matière est conservée, j'ai rien enlevé, j'ai juste mis sur la correction, tu aurais pu mettre une petite phrase. D'accord? Donc ça, c'est important. Alors, du coup, je suis sortie du mode diaporama, c'est pas grave. Le matériel de dilution, 17 millilitres. Donc 17 millilitres, attention, il y en a quand même qui ont réussi à me dire qu'ils allaient prendre une pipette jaugée. Donc une pipette jaugée, ça n'existe pas en 17 millilitres, donc on n'a pas d'autre choix que d'utiliser une pipette graduée. Ce sera ce qui aura de plus précis par rapport à, par exemple, une éprouvette graduée. Donc, je prends la pipette graduée pour prélever la solution mère et la fiole jaugée de 200 millilitres parce que je veux fabriquer 200 millilitres de solution phi. Ça marche? Alors, la dernière question de cette partie 1 disait, bon, maintenant, je vais encore faire une dilution. Je veux, à partir de S2, fabriquer une nouvelle solution S3 par dilution et je vais diluer 100 fois. C'est ce qui est écrit dans l'énoncé. Et on vous dit, je mesure le pH de cette solution et je trouve un pH de 2. La question est, est-ce que l'acide nitrique est un acide fort?
Alors peut-être que pour ça, pour que ce soit plus simple, je vais passer sur un tableau vide. Vous vous rappelez ce qu'est un acide fort, s'il vous plaît? OK, réaction totale, attention, avec l'eau. Il faut ajouter avec l'eau. Donc AH plus H2O va donner A- plus H3O+. Si la réaction est totale, c'est-à-dire s'il n'y a pas la deuxième flèche dans l'autre sens, ça veut dire que l'acide est fort. Si l'acide est fort, ça veut donc dire que AH va se transformer complètement en H3O+. Donc l'idée est de calculer la concentration. Vu que j'ai le pH égal à 2, je suis capable de calculer la concentration en H3O+, de la solution. En faisant, rappelez-vous, c'est pas évident à écrire ça dans le chat. Est-ce que quelqu'un l'a? La concentration en H3O+, une fois que j'ai le pH, la formule qui me permet de la calculer et ça marche. Merci Mathias, 10 moins pH. OK, parfait. Donc, bah, comme le pH vaut 2, ça fait 10 moins 2 et attention, on ne laisse pas comme ça, vu que c'est une concentration, on met, il ne faut pas mettre le point, mol par litre. Voilà, donc j'ai trouvé une concentration en H3 au plus de 10 moins 2 mol par litre et il va falloir que je compare avec la concentration en AH. Or, que vaut la concentration en AH? Je vous rappelle que cette solution, c'est S3 et on vous dit que S3 a été obtenu par dilution au centième de S2. Or, la concentration de S2, je vais rebasculer sur l'écran. Or, vous voyez ici que la concentration de C2, c'était la solution phi. On nous imposait, l'idée, c'était d'en faire une à 1 mol par litre. Donc, si S3, c'est la dilution au centième de S2, bah, je sais la concentration de C3. La concentration de C3, c'est C2 divisé par 100, donc 1 sur 100, ça fait 1,10 moins 2 mol par litre. Donc, je trouve que la concentration de mon acide, si je reviens sur mon écran blanc, ah, ça, j'avais jamais fait. OK, OK, donc j'ai perdu mon écran blanc. OK, bon, mais ça, je ne savais pas. Donc, c'est mort. J'espère que vous l'avez en tête. Donc, du coup, bah, tant pis, j'ai plus mon écran sur lequel j'avais écrit. Donc, du coup, j'espère que vous vous rappelez. Je viens de calculer tout à l'heure, j'ai calculé la concentration en H3O+, j'avais trouvé 10 moins 2. Puisque la concentration en H3O+, est égale à la concentration de AH, ça veut dire forcément que l'acide s'est complètement dissocié. Hein, tout s'est transformé. Dites-moi ce qui se serait passé si l'acide avait été faible. Combien j'aurais trouvé pour H3O+, par exemple? Moins. Voilà, Franck, moins, tout simplement. J'aurais trouvé moins de 1,10 moins 2 mol par litre. C'est-à-dire qu'il se serait partiellement dissocié. Là, le fait d'avoir un pH égal à 2, ça veut dire que la concentration en H3O+ est de 10 moins 2, autant que l'acide. Donc, ça veut dire que l'acide s'est complètement dissocié, c'est donc un acide fort. Donc, j'espère que cette notion est passée. Du coup, il ne reste pas de réactif limitant, Mathias. AH s'est complètement transformé en A- et en H3O+. D'accord? Comme l'autre réactif, c'est l'eau, et que l'eau est toujours en excès, il n'y a pas de réactif limitant dans ce cas-là. Alors, je passe à la suite. Ah, pardon, oui, si c'est un acide faible, tu as raison. On ne parle même pas de réactif limitant dans le cas d'un acide faible, Mathias, parce qu'il y a une notion d'équilibre. Tu sais, il reste quand même un réactif, c'est parce que la réaction n'est pas totale. La flèche se fait dans les deux sens. Donc, c'est normal qu'il y ait un réactif. Il en reste, c'est la définition d'une réaction qui ne serait pas totale. Donc, on parle de réactif limitant quand vraiment on a une réaction totale et qui ne se fait pas en suivant les proportions stoichiométriques. Je crois que cette notion va revenir dans la suite dans l'exercice 5, il me semble, on en reparlera. Alors, donc voilà, on a parlé de l'acide nitrique, donc on reste avec cette conclusion qu'on a une solution S3, je crois qu'on en aura besoin dans la question 3, une solution S3 de 1,10-2 mol par litre. Allez, on enchaîne et on passe à la question 2. Donc si je reviens sur l'énoncé,
Tout ça, c'est fait. Maintenant, on va parler donc de l'ammoniac, qui est l'autre réactif pour préparer du nitrate d'ammoniac. Et donc, on vous dit, on souhaite vérifier la concentration molaire d'ammoniac dans une solution. Pour cela, on va faire un titrage. Et on va faire un titrage conductimétrique, hein, on le savait déjà, rien qu'en voyant l'allure de la courbe, ce n'est pas de la pH-métrie. Donc, on vous dit qu'on a fait une prise de 20 millilitres de cette solution S4, qu'on a complété avec de l'eau certainement pour immerger la sonde correctement. On sait que rajouter de l'eau ne va pas modifier la quantité de matière que l'on dose, donc pas de souci. Et on vous dit que le dosage se fait par une solution d'acide chlorhydrique. Donc si je rebascule ici, je vous ai fait un schéma du montage pour que vous compreniez bien. J'ai dans mon bécher de l'ammoniac avec un volume de 20 millilitres. Je cherche la concentration de l'ammoniac et j'ai dans la burette de l'acide. J'espère que vous avez tous en tête que puisque dans la burette j'ai de l'acide, forcément l'ammoniac est une espèce comment? Merci Riyad, une espèce basique. Et donc j'ai une réaction acido-basique qui va se faire. Ok, parfait. Alors, je suis désolée, la réponse est déjà là puisque mon diaporama affiche un coup. Donc, on vous demandait quelle est l'équation de la réaction qui a lieu. Alors, bien sûr, d'un côté, j'ai l'ammoniac, formule NH3. Là-haut, j'ai du H3O+. L'acide chlorhydrique, on sait que c'est H3O+, plus Cl-. Cl- n'a pas de propriété acido-basique, donc il n'intervient pas dans l'équation de la réaction. Donc, je fais réagir un H3 avec H3O+. Qu'est-ce que ça va donner? Vu que ce sont des acides et des bases, que lui est la base, si je me rappelle la définition d'une base, c'est une espèce chimique susceptible de capter un proton. Donc, en captant un proton, un H3 devient un H+, et H3O+, est l'acide, donc c'est lui qui donne le proton, il devient H2O. Donc, équation de la réaction, vous l'avez ici. Vous aviez 0,25 points si vous écriviez ceci, 0,25 points pour faire en sorte de ne pas oublier la flèche vers la droite. Il ne faut surtout pas mettre un état d'équilibre parce que ça ne coïncide pas à une réaction de titrage qui doit être, je vous le rappelle, rapide, unique et totale. D'accord? Donc, ceux qui ont mis une double flèche, perdez 0,25. Ça, c'est très important quand vous avez un dosage, pensez à mettre une réaction totale. Alors, enchaînons avec la question qui suivait. Écrire l'équation, c'est fait. Justifier qualitativement le changement de pente observé dans le graphique. Dans vos copies, je n'ai pas le souvenir d'avoir lu quelque chose d'impeccable. D'accord? Donc, il faut justifier pourquoi vous avez un changement de pente. C'est clair, on le voit, mais pourquoi? Donc, rappelez-vous, quand vous avez lu vos données, vous avez vu ici conductivité molaire ionique. Donc, je vous ai dit, hein, on ne met jamais les pièges dans les sujets de physique-chimie. S'il y a une donnée que vous n'utilisez pas, c'est que vous avez raté quelque chose. Donc, je vous ai dit, à chaque fois que vous utilisez une donnée ou un document, vous mettez une petite là à côté pour dire c'est bon, c'est fait, je l'ai utilisé. Et là, s'il n'y a pas donc de petite coche à côté, c'est que vous ne l'avez pas utilisé, qu'il y a un souci. Donc là, on vous dit que l'ion NH4+, a une conductivité molaire ionique de 7,35, lui 7,63 et H3O+, 34,98. Donc, on en avait déjà parlé dans le cours. L'ion H3O+, a une conductivité très importante parce que, rappelez-vous, il a des doublés non liants. Il y a un échange de doublés d'électrons possible lorsqu'il est dans l'eau, ce qui facilite le transport de charge. Bref. Donc, voilà, là, je retiens ceci. Très bien, H3O+, a la conductivité la plus importante. Maintenant, je reviens donc sur le diaporama. Je pense que je vous ai préparé aussi ceci. Alors, on va essayer de ne pas lire ce qu'il y a dessous, concentrer juste sur ma souris qui bouge et sur ce que je vous explique. Donc, on voit bien qu'il y a un changement de pente au niveau ici d'un point particulier qu'on va appeler l'équivalence, évidemment. Donc, ceux qui ont dit oui, il y a un changement de pente parce que oui, il y a une équivalence, bon, ça ne répond pas à la question. D'accord? Donc, attention, il faut interpréter. Alors, regardez ce qui se passe avant l'équivalence. Donc, on a cette réaction qui a lieu. Avant l'équivalence, NH3 est petit à petit consommé par le H3O+ qui tombe de la burette. Donc, NH3, sa quantité ne fait que décroître. Mais attention, lui ne joue pas sur la conductivité globale de la solution parce que c'est une espèce neutre. Donc, on s'en fiche qu'il disparaisse, qu'il y en ait plus, moins, on s'en fiche. H3O+ qui tombe de la burette. Dès qu'il tombe, il est consommé. Donc, lui non plus.
On ne peut pas dire que sa quantité évolue dans le bécher puisque dès qu'il tombe, il est consommé. Donc, pas de H3O+ dans la solution avant l'équivalence. Avant l'équivalence, par contre, je produis du NH4+. Donc, la conductivité molaire augmente puisque je rajoute des ions. N'oubliez pas également que quand je fais tomber H3O+ de la burette dans le bécher, H3O+ ne tombe pas tout seul, mais c'est une solution de chlorure d'acide chlorhydrique, donc elle contient des ions chlorure. Donc les Cl- qui tombent, eux, ne réagissent avec rien. Victor, j'y répondrai après. Du coup, les Cl- qui tombent ne réagissent avec rien. Donc, avant l'équivalence, j'ai de plus en plus de Cl- et de plus en plus de NH4+. Donc, la conductivité molaire augmente avant l'équivalence. Que se passe-t-il après l'équivalence? Après l'équivalence, c'est clair, je n'ai plus de NH3. Je l'ai dosé. Il a été complètement consommé. Donc, pareil, sa quantité ne m'intéresse pas. De toute manière, c'est une espèce neutre. Par contre, après l'équivalence, qu'est-ce qui se passe? Le H3O+ qui tombe de la burette, lui, n'est plus consommé. Donc, sa quantité augmente dans le bécher. Je rajoute toujours du Cl- qui tombe en même temps que H3O+. Je ne produis plus de NH4+, parce que la réaction est terminée. Je remplace donc par rapport à avant l'équivalence du NH4+ par H3O+. Celui-ci, je le produisais avant. Celui-ci, je le rajoute après. Or, rappelez-vous ce qu'on a dit au tout début, H3O+ a une conductivité molaire ionique plus importante que NH4+, d'où le changement de pente observé. Voilà ce qu'il fallait mettre. D'accord? J'espère que c'est clair pour tout le monde. J'ai essayé de vous le préciser ici en essayant d'être assez de ne pas en dire trop, d'accord, pour ne pas vous perdre. J'ai mis seulement le minimum pour que ce soit clair. Voilà ce qu'on attendait de votre part, 0,25 pour préciser ce qui se passait avant l'équivalence, 0,25 pour justifier ce qui se passait après. Allez, on enchaîne avec la question, merci Riyad, ça me rassure, la question d'après. Si je n'ai pas répondu à la question de Victor, du coup, on ne peut pas faire de dosage avec un acide faible. Si, Victor, on peut faire, et on l'a déjà fait. On a fait des dosages avec de l'acide éthanoïque de mémoire. L'acide éthanoïque est un acide faible. Attention, un acide faible, sa définition, c'est réaction avec l'eau qui n'est pas totale. Or là, tu ne le fais pas réagir avec l'eau lorsque tu fais un dosage. Tu le fais réagir, par exemple, avec la soude. Et là, ça n'empêche pas que sa réaction avec la soude soit totale et que tu puisses en faire donc un dosage. Alors, je continue, je passe à la question d'après. Ok, non, mais sois pas si dur avec toi, Victor. Alors, je passe à la suite. J'ai perdu. Non, il est là. Alors, continuons. Montrer que la valeur de la concentration molaire est de 0,38 mol par litre. Ben, ça, c'est le truc classique d'un dosage. Donc, je vais passer assez vite là-dessus. Je pense que voilà. Voilà ce qu'il faut faire. On ne vous demandait pas de rendre une annexe, mais voilà ce qu'il faut faire. Je trace mes droites, je trouve le point d'intersection. Le point d'intersection, ce qu'on appelle volume à l'équivalence. Donc, on trouve 7,5 millilitres. On n'oublie pas de préciser ce qui se passe à l'équivalence. À l'équivalence, je sais que la quantité de NH3 que j'ai initialement est égale à la quantité de matière de H3O+ que j'ai versée. Donc, ça, c'est important. D'accord ? Donc, c'est ce que j'ai écrit là. Et ensuite, je remplace par les grandeurs, les notations données par l'énoncé. Donc, C4 fois V, parce qu'on ne lui donnait pas un nom particulier, égale C, la concentration de H3O+, fois le volume à l'équivalence. Hop, 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 petit calcul. Pas besoin de faire des conversions. J'ai 7,5 millilitres pour VE. Rappelez-vous, j'avais mis 20 millilitres, 20 millilitres ici d'ammoniac. Donc 20 millilitres, je fais mon calcul et je trouve 0,38 mol par litre à 2 chiffres significatifs. Tout va bien, je trouve ce qu'on me demandait de trouver. Je finis avec le petit 3, synthèse du nitrate d'ammonium. Donc, on vous raconte, pour faire du nitrate d'ammonium, le voici ici, on fait réagir de l'ammoniac avec de l'acide nitrique. Voici la formule de l'acide nitrique. Et on vous dit calculer le rendement de la synthèse. Donc, pareil, le rendement, je me dis, ah oui, on ne l'a pas vu en cours. Donc, on ne l'avait pas vu en cours, du coup. On a rajouté, si vous comparez par rapport au sujet du bac initial, on a rajouté cette donnée qui n'était pas présente sur le sujet de bac. Ce n'est pas une grande nouvelle notion
qu'on l'a déjà fait en première. Donc, le rendement, c'est la masse de produit que j'ai obtenue expérimentalement, que je peux mesurer, sur la masse de produit théorique, celle que je m'attendais à avoir en faisant des calculs. Donc, justement, il va falloir que je fasse des calculs. Je n'ai pas le souvenir, Tanguy, qu'on ait fait un calcul de rendement cette année, mais peut-être, peut-être. Alors, du coup, on vous dit, qu'est-ce qu'on a fait? On a mélangé 25 millilitres de S2 d'acide nitrique, ici, et 25 millilitres de S4 d'ammoniac. Et on a mesuré qu'on obtenait 0,88 grammes d'ammonium. Ok, donc tu es en train de me dire, Victor, que je perds la mémoire. Mais ça, je le savais déjà. Donc, visiblement, la semaine dernière, on l'a fait. Ok, très bien. Tant mieux, ça vous a marqué. Ah, ok. Alors, du coup, je reviens sur mon diaporama. Voilà ce qu'on a fait. Donc, on mélange de l'acide nitrique, la solution S2. Donc, il faut bien avoir en tête que c'était celle qui avait 1 mol par litre. Et on mélange avec de l'ammoniac, celle que l'on vient de doser à 0,38 mol par litre. On en met 25 de l'un, 25 de l'autre. Et on fait un mélange pour faire... alors, mince, l'écran est figé. L'écran est figé sur le diaporama avec le nitrate d'ammonium. Alors, attendez, vous savez quoi? Je vais le changer pour voir si ça change pour vous. Oh là. Non, est-ce que là, vous voyez le sujet du bac, le PDF? Oui. Et est-ce que là, vous voyez mon diaporama? Et est-ce que maintenant, c'est mon diaporama? OK, donc tout va bien. Donc, effectivement, après, je bouge. OK. Alors, donc, on y va là-dessus. Donc, pour calculer le rendement, il faut savoir combien j'aurais pu obtenir de NH4NO3. Bon, ben là, c'est un simple tableau d'avancement. Il faut savoir combien j'ai mis d'ammoniac, combien j'ai mis d'acide nitrique. Donc, je calcule mes quantités de matière. Il y avait 0 difficulté. Alors, c'est vrai que vous étiez pris par le temps. Certains, c'était votre dernière question, donc ce n'était pas évident. Donc, je fais C2 fois V2, puisque concentration C2, j'en ai mis 25 millilitres. Hop, je fais mon calcul. Alors, attention, pour le coup, là, il faut que je fasse ma conversion. Des mols par litre fois des litres égale des mols. Je trouve 2,5 10-2. Je fais la même chose de ce côté. J'ai pris 25 millilitres à 0,38 mol par litre. Je fais mon petit calcul, je suis à 1,6-3 mol. Alors, il y en a qui ont besoin du tableau d'avancement. Encore une fois, je précise que ce n'est pas forcément utile, on peut gagner du temps. Regardez ce que dit l'équation de la réaction. Elle dit qu'une mol d'ammoniac, NH3, réagit avec 1 mol d'acide nitrique pour former 1 mol de NH4NO3. C'est trop dommage dans ces cas-là de perdre du temps sur un tableau d'avancement. Ça veut donc dire ici que j'ai 2,5 10-2 mol. Ici, j'en ai 9,5 10-3. Est-ce que j'ai réalisé un mélange stoichiométrique? Première question. Non, je n'ai pas de mélange stoichiométrique. Si j'avais un mélange stoichiométrique, qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai pour voir si vous comprenez? Pas 0. Je répète, qu'est-ce qu'il faudrait sur mes quantités de matière initiale pour que le mélange soit stoichiométrique? Voilà, il faudrait qu'elle soit égale. Là, ce n'est pas le cas. Rien qu'en regardant, vous pouvez donc déjà, très bien, vous pouvez voir qui sera le réactif limitant. L'équation dit que pour 1 mol, il faut 1 mol et ça donne 1 mol. Or là, j'en ai 2,5 10-2, là 9,5 10-3. Qui est le réactif limitant? Est-ce que c'est S2 ou est-ce que c'est S4? Qui est le réactif limitant? Ok, S4 ou NH3, parfait. C'est celui qui a la quantité la plus basse. Donc, une fois que j'aurai consommé ces 9,5 10-3, eh ben, il ne pourra plus réagir, j'en aurai plus. Donc, lui est le réactif en excès, lui est le réactif limitant. Ok, donc s'il vous plaît, combien je vais former de nitrate d'ammonium, sachant cela? 1 mol de nitrate donne 1 mol de nitrate d'ammonium. Si je fais réagir 9,5 10-3 mol, eh bien, je vais former 9,5 10-3 mol de NH4NO3. Voilà, j'aurais pu trouver tout ça avec un tableau d'avancement, mais avec une seule phrase, je peux m'en sortir et je gagne du temps. Donc, on obtient 9,5 10-3 mol de nitrate d'ammonium. Il ne suffit plus que maintenant, je calcule la masse qui correspond à ceci. La masse en faisant grand M fois petit n, et je trouve 0,76. Je calcule mon rendement en faisant 0,88, la masse de produit obtenue expérimentalement quand je pèse mon solide, et je divise par 0,76 que je viens d'obtenir, et je trouve un rendement de 1,2. C'est gênant, parce que normalement, je ne suis pas censée en avoir plus
C'est ce que veut dire là le calcul, hein. J'obtiens 1,2, donc j'en obtiens plus que prévu. Théoriquement, j'avais prévu 0,76, j'en ai 0,88. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je me réjouis, j'ai trouvé un processus magique pour former du nitrate d'ammonium ou quoi? Non, c'est pas possible. Alors, quelle peut être la solution? Ça veut dire quoi? Alors, si je reviens sur ma réaction ici, elle est là. Regardez ce que je forme. Je forme du NH4NO3 solide plus, ouais, super pour vos réponses, mais regardez ce qu'il y a. NH4NO3 solide plus H2O. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ce solide-là que je récupère, en fait, que je vais récupérer certainement par filtration, hein, s'il est solide. Ça veut juste dire quoi? Non, le changement d'état ne va pas influer sur la masse, je forme bien un solide, mais qu'est-ce qui peut s'être passé? Quand j'ai filtré mon solide, ben mon solide, il est juste mouillé en fait, voilà, il est humide. Mon nitrate d'ammonium, je l'ai juste séparé de l'eau en le filtrant, mais ça n'empêche qu'il est encore bien imbibé. Je sais pas sous quelle forme ça peut être, mais ça peut être donc une espèce de pâte molle, mouillée. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire du coup pour retrouver la masse normale que l'on attendait? La proposition est, c'est ce qu'on fera, voilà, c'est ce qu'on fera cette année quand on synthétise le paracétamol en fin d'année, il faudra le mettre à l'étuve. Voilà, très juste, tout à fait. Allez, impeccable. J'espère que maintenant que cet exercice, vous l'avez bien compris, vous seriez capable de le refaire sans problème. Les acquis de base, attention aux acquis de base, les formules, concentration, masse, etc. Quand on se trompe là-dessus, ça fait grincer des dents. C'est dommage de perdre des points pour ça. Alors, si vous êtes encore motivé, je ne sais pas, oui, la relation du rendement sera à connaître pour le bac. Là, on vous l'a rappelé parce qu'on n'avait pas fait le cours qui le permettait de le revoir, mais d'ici là, on l'aura revu et donc vous devrez le savoir. J'aurais tendance à dire que j'aimerais bien corriger peut-être plus rapidement l'exercice 5. Peut-être que certains, du coup, s'ils sont pressés, qu'ils ont besoin d'aller manger ou autre, parce qu'il y a une autre session, peuvent couper. Mais moi, je vais essayer, tant que j'y suis, de corriger l'exo 5, à moins que ça vous pose un problème et qu'on le reporte à demain. Ok, donc franchement, ok, merci Romy. Je vais essayer de le corriger. C'est sûr que si vous ne l'avez pas lu, si vous n'avez pas pris le temps d'essayer de le faire, tous ceux qui ne font pas de spé physique, ça ne sert à rien d'assister à la correction. Vous allez suivre sans forcément comprendre parce que je ne vais peut-être pas reprendre tout l'énoncé. Par contre, c'est important que vous passiez du temps là-dessus parce que franchement, il n'y a pas de prérequis lié à l'aspect physique en particulier. Tout le monde est capable de faire ça. Ok, donc je continue sur l'exercice 5. Au revoir donc à ceux qui se déconnectent, il n'y a pas de souci, moi je continue. Et je mets le corrigé en ligne dès que j'ai fini et je vous envoie le corrigé des copies aussi, hein, pas de souci. Alors, le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc, on vous raconte que l'on veut déterminer la quantité, le taux de dioxyde de carbone contenu dans l'air extérieur d'une ville de la région parisienne. Donc, pour cela, on fait rentrer de l'air extérieur grâce à une pompe à air et on fait barboter cet air extérieur dans de l'hydroxyde de sodium. Et on vérifie dans un troisième Erlenmeyer qu'il n'y a plus de dioxyde de carbone, c'est-à-dire que le dioxyde de carbone va acidifier la solution en mettant ici un indicateur coloré. Le BT, on sait qu'il est bleu en milieu basique, jaune en milieu acide. S'il reste bleu, c'est qu'on a extrait tout le dioxyde de carbone. Donc voilà le simple exercice. On envoie de l'air. Le dioxyde de carbone va se diluer ici dans la solution d'hydroxyde de sodium. On vous raconte que pour déterminer la quantité initiale d'ion hydroxyde dans la solution que l'on utilise ici dans les RN, on fait un dosage. D'accord? Donc, petite question intermédiaire, un dosage. Donc, on dose cette fois une base par un acide. Donc, c'est normal qu'au départ, on ait un pH supérieur à 7, donc dans le domaine basique. Après 1h30 de fonctionnement de la pompe à air, les contenus des Erlenmeyer 1 et 2 sont rassemblés. On obtient la solution S1. On fait un test au papier pH. On mesure 12.
Et on vous dit qu'on détermine alors la quantité d'ion hydroxyde qui reste dans la solution S1. On vous donne cette valeur-là. Là, n'oubliez pas de voir ce document. S'il y est, c'est qu'il faudra s'en servir. Il y en a qui oublient de s'en servir, donc ça fait 0,25 à un moment donné. Vous avez plein de données. On les regardera en temps voulu. Et on passe aux questions. Calculez la quantité de matière en ion hydroxyde en 100 ml de S0. Pour ça, je vais m'aider d'une copie d'élève. Voilà. Donc, il faut déterminer la concentration. Vous avez un dosage, c'est un dosage pH métrique, puisque je reconnais la courbe. Je vais mesurer le volume à l'équivalence, 100 millilitres, d'après le graphique, déterminé par la méthode des tangentes. Donc là, on n'évalue pas votre façon de faire la méthode des tangentes parce qu'on ne vous a pas demandé de rendre le sujet en annexe. Donc, vous faites la méthode des tangentes, vous trouvez 100. Il faut surtout, et c'est là que vous perdez des points, vous ne m'écrivez pas l'équation de la réaction, mais vous avez dosé H au moins par H3 au plus. Donc, la réaction qui a lieu, si n'oubliez pas le facteur 2. Indiquez qu'à l'équivalence, les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques, et donc la quantité de H au moins initiale est égale à la quantité de H3 au plus que vous versez à l'équivalence. Donc, C2VE. Et donc, puisqu'on vous demande de calculer la quantité de matière, inutile d'introduire ici ce qu'avait fait l'élève, on reste avec un H au moins égal, on fait ce petit calcul, et on obtient la quantité de matière égale à 0,01 mol. Alors attention, sous cette forme-là, on perd les chiffres significatifs. On les retrouve ici parce que l'élève a 10 millimoles, mais là, on les perd, donc un petit manque de rigueur à ce niveau-là. Donc, on est en train de... Pardon, c'est pas ça. On est en train, du coup, de vous dire que la concentration en ion H-, la quantité de matière, pardon, en ion H- dans ces solutions est de 10 millimoles. Allez, on enchaîne avec la question 2. Parmi les espèces chimiques suivantes, déterminez la forme prédominante dans la solution S1. Donc, dans la solution S1, rappelez-vous, j'ai une saisie d'infos à faire. Dans la solution S1, je ne sais plus où elle est. Voilà, elle est là. On obtient la solution S1. Un test au papier pH permet d'estimer que la valeur du pH est d'environ 12. Alors, je fais mon petit diagramme de prédominance. N'oubliez pas de le faire. D'accord? C'est important. Forcément, on attend ceci ici dans cette question-là. Ceux qui ne l'ont pas fait, j'ai enlevé 0,25. Donc, je vais de 0 à 14, c'est bien. Je mets mes deux valeurs de pK puisque j'ai deux couples acido-basiques, il faut intervenir la même espèce HCO3-. Dans un cas, c'est une base, dans un cas, c'est un acide. Donc ici, c'est CO2H2O, HCO3-, CO3-. Et comme on me dit que la solution S1 a un pH de 12, je suis dans cette zone-là et c'est donc CO3- qui prédomine. Donc ensuite, question suivante. En déduire l'équation de la réaction qui a lieu dans les RN meilleurs 1 et 2 lors du barbotage de l'air atmosphérique. Donc, vous envoyez du CO2. Ce CO2, c'est une espèce acide. Elle réagit avec les ions hydroxyde et on vous demande est-ce qu'elle forme du CO3- ou du HCO3-. Eh bien, puisque la mesure du pH vous dit qu'on est à 12 et que vous venez de dire qu'à 12, c'est CO3-, ben, c'est forcément la première réaction qui a lieu. D'accord? Donc voilà, sur les questions préliminaires, rien de difficile. On passe maintenant au problème. Donc ça, c'est très important. Je pense que j'ai plus que des élèves de SP qui sont connectés. S'il y en a quelques autres, c'est important d'essayer de faire ce genre de problème parce que ça devient la mode et ça arrive de plus en plus dans les autres exercices classiques. Alors, on vous demande du coup de déterminer le taux de dioxyde de carbone de l'air atmosphérique au moment de l'expérience. Commentez le résultat obtenu. Donc, rappelez-vous, on a ici une pompe à air qui débite 51 litres par heure. Et on vous a dit à un moment donné, je ne sais plus où, on va le retrouver, qu'on a fait une expérience qui a duré, alors je ne le vois plus, 1h30, ouais, Romy, mais je ne le vois plus du tout. Bref, si tu l'as, c'est bon. Je ne sais plus où c'est marqué. Là, voilà, après 1h30 de fonctionnement de la pompe à air. OK, donc on a fait fonctionner notre pompe pendant 1h30. Sachant qu'en 1 heure, elle débite 51 litres, eh bien, je suis capable de calculer le volume d'air qui est rentré en 1h30. Alors, je ne sais pas comment l'élève l'a fait dans quel sens. Donc, voilà, c'est ce qu'elle a commencé par faire. Donc, on calcule le volume d'air qui est rentré
dans le montage, 76,5 litres. Ensuite, n'oubliez pas que vous avez une autre information, c'est celle-ci. Un titrage permet de déterminer la quantité d'ion hydroxyde restant. Ce mot-là, il ne faut surtout pas l'oublier. Dans la solution S1, il reste ça. Donc, s'il reste ça, et que dans la question 1, j'ai calculé combien j'avais d'ion hydroxyde au départ, je suis donc capable de calculer la quantité de matière d'ion hydroxyde qui a réagi. Donc, c'est ce que j'avais au départ, les 10 millimoles, moins ce qui reste, 7,2 millimoles, et je trouve 2,8 millimoles. Donc, je sais que 2,8 millimoles de HO- ont réagi. Bon, ben maintenant, il faut que j'en déduise combien du coup j'avais de NCO2, H2O qui ont réagi avec les 2,8 millimoles de HO1. C'est là qu'il ne faut pas se tromper. Soit vous avez besoin d'un tableau d'avancement et je n'ai pas de souci avec ça, d'accord? Vous pouvez assurer le coup, faire un tableau d'avancement. Soit vous êtes sûr de vous et vous lisez juste l'équation de la réaction. Donc, il faut dire d'après l'équation 1, je vois qu'une mole de CO2H2O réagit avec 2 moles d'ion hydroxyde. Donc, il faut 2 fois plus d'ion hydroxyde que de CO2H2O. Si j'ai consommé 2,8 millimoles de HO-, c'est qu'il y avait 1,4 CO2H2O. D'accord? Tout simplement. Donc, je crois que c'est ce qui est écrit là, d'après l'équation de la réaction. Donc, moi, j'ai essayé d'être un petit peu plus clair, hein, d'accord? Je vois qu'il n'en faut que la moitié parce qu'il y a un coefficient stoichiométrique égal à 1, alors que pour l'autre, c'est 2. Donc, j'ai 1,4 millimoles de CO2H2O qui ont réagi. OK. Qu'est-ce que je fais de ça? Je regarde dans mes données et on me dit quelque part volume occupé par une mole de gaz à la température et à la pression de l'expérience. Je sais qu'une mole de gaz occupe un volume de 23 litres. Moi, j'ai un volume de CO2 de 1,4 millimoles. Donc, il faut que je fasse cette petite opération pour savoir à combien de litres ça correspond. Vu que j'ai 1,4 millimoles, comme une mole occupe 23 litres, et bien 1,4 10-3 mol occupe 0,032 litres. Ok, donc maintenant où j'en suis, je sais que j'ai 32 millilitres de CO2 H2O qui ont réagi. Bon, ben pour répondre à la question, c'est-à-dire trouver le taux de dioxyde de carbone de l'air, c'est-à-dire trouver quelque chose qui est en ppm, hein, vous l'avez ici, le taux moyen est de 370 ppm, donc on me demande de calculer un taux, donc il faut que je l'exprime en ppm, il faut que j'aille chercher l'info. Qu'est-ce que je sais sur les ppm? Un taux de 1 ppm de CO2 dans l'air correspond à 1 litre de CO2 pour 10 puissance litres d'air. OK, donc moi j'ai 0,032 litres de CO2. Donc essayons du coup de trouver le taux auquel ça correspond. Donc ici pour trouver le taux, vous allez multiplier, vous faites un petit produit en croix. Hein. Donc pour 0,032 litres, vous cherchez le nombre de ppm, sachant que pour 10 puissance 6 litres, vous avez 1 ppm. Donc c'est juste un tableau de proportionnalité, un produit en croix qui vous amène à ceci. 418 ppm. D'accord? Sachant qu'ici, nous avons utilisé 76,5 litres d'air. D'accord? Donc, vous mettez un 76,5 en face d'un 10 puissance 6. Est-ce que vous avez besoin que je vous le précise mieux? OK. Donc, en fait, voici le produit en croix que vous faites. Vous avez donc 76,5 litres. Ça, c'est pour l'air que vous avez donc utilisé dans le dispositif. Sachant que pour 10 puissance 6 litres, vous avez 1 ppm. D'accord? Donc ça, c'est et ça correspond à 1 litre, pardon, de dioxygène, de CO2. Donc moi, j'ai 0,032 litres de CO2. Donc, pour avoir la quantité, il faut faire 0,032 fois 10 puissance 6 sur 76,5. D'accord? Un produit en croix. Donc, je trouve un taux de 418 ppm. Il faut maintenant, pour finir l'exercice, le commenter. Et donc, pour le commenter, bah, pareil, il faut que j'aille chercher des infos. Donc,
j'ai vu que ce document y était, il faut que j'aille chercher l'information. Rappelez-vous que c'est donc déterminé un après-midi d'automne 2015, le taux de CO2 contenu dans l'air extérieur d'une ville de la région parisienne. Donc, on va aller comparer avec ce qui s'est passé à l'automne 2015 ici. Donc, automne 2016, on est par là. Et on peut dire 418 ppm, c'est cohérent avec ce qu'annonce le graphique ici, qui annonce donc un taux compris entre 400 et 420. Et on peut finir en disant que par rapport à l'an 2000, ce taux a légèrement augmenté. Voilà. Voilà pour le commentaire. Donc, de la saisie d'infos, c'est important. Voilà pour la correction de ce sujet qui nous a pris finalement que 10 minutes. J'espère que c'était clair pour tout le monde. OK. S'il n'y a pas de questions, on se revoit donc demain pour la suite du chapitre 7. Comme c'était clair, tu as tout compris? OK. Vraiment, je vous encourage à corriger vos copies parce que finalement, vous n'êtes pas beaucoup à m'avoir rendu les copies. Et donc, prenez le temps de prendre votre copie avec le corrigé que je vais envoyer. Donc, d'ici 1 heure, je vous envoie le corrigé. Prenez le temps de vous corriger, d'aller dans les détails, voir si vous oubliez une unité, une conversion, etc. Donc, pour vraiment viser l'amélioration, la perfection, la performance, la progression. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit, bonne fin de journée. Dorian, je vois que tu es encore là. Est-ce que tu as pu enregistrer la session? Bonjour Lucas, je vois que tu es là aussi.